Bonne fête de l'Ascension à tous. Mesdames et messieurs, deux sujets principaux font l'actualité cette semaine au Bénin. La répression des marches des travailleurs à Cotonou avec une vingtaine parmi eux déposés pour test positif au cannabis. Puis les relations toujours tendues entre le Bénin et le Niger et Cotonou qui impose désormais d'interdire l'exportation du pétrole brut nigérien à partir de Sénékoudji, une des villes donc de l'Ouémé. Nous en parlons dans cette émission avec notre invité que vous connaissez déjà, Anissé Carlos Souké. Anissé, bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour. On pourrait évoquer éventuellement, si le temps nous le permettait, le menu de la rencontre entre Patrice Talon et les acteurs politiques qui soutiennent son action récemment à Cotonou, avec déjà les premiers pas posés par ceux-ci en direction des populations. L'heure du bilan, dira-t-on certainement, puisque ça fait 8 ans maintenant que Patrice Talon dirige le Bénin, ou alors parler de la flambée du prix des denrées de première nécessité. On peut citer par exemple aussi le cas de l'essence de contrebande. Il a été cédé, cette essence a été cédée à 1700 francs CFA ces derniers jours, notamment à Parakou. Et puis la grève des conducteurs de Tokpa Tokpa, ces minibus qui font le transport interurbain entre Abomey-Calavi et Cotonou, ou alors Porto-Novo et Cotonou. Voilà donc un peu les sujets qu'on pourrait aborder si le temps nous le permet. On va commencer déjà par le tout premier qui nous intéresse, la marche des travailleurs qui a été réprimée ou empêchée par endroits. À Nice, les marches ont été réprimées pour celle de la CSTB, empêchée pour celle organisée par le trio, la COSI Bénin, l'UNSTB et quelque part, dois-je dire, la CGTB. Comment comprendre cette attitude du gouvernement? Cette attitude se comprend par le fait que le gouvernement a la latitude d'apprécier la situation sociopolitique dans laquelle se déroule la marche et de voir si il n'y a pas de danger quelconque à laisser les travailleurs, les marcheurs faire la marche selon l'itinéraire et l'horaire demandé. Alors, tout le monde dit que nous sommes dans un régime déclaratif, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que c'est le gouvernement qui, essentiellement, organise notre vivre ensemble et qui peut, à partir d'éléments concrets, trouver à y redire sur une marche qu'on projette de faire. Alors, dans le cas d'espèce, j'ai trouvé que c'était un peu maladroit quand même d'avoir empêché la première marche de la CSTB pour la simple raison que, de mon point de vue, il n'y avait pas eu toutes les démarches qui permettent aux travailleurs de comprendre les raisons pour lesquelles il y avait une interdiction de marche. Je me souviens qu'en juin 2017, le 15 juin 2017, cette centrale, un front du moins, avait projeté de marcher pour protester contre un certain nombre de dysfonctionnements qu'il y avait à l'époque. Et la marche, pour être interdite, avait fait l'objet d'une certaine tractation au niveau de la préfecture qui, à un moment donné, ne trouvait pas de raison objective de l'interdire et qui avait très astucieusement provoqué une contre-marche contre le pouvoir, une contre-marche pour soutenir le pouvoir. Et nous avons entendu du jour au lendemain un front se créer pour dire qu'il voulait marcher pour soutenir le pouvoir en suivant le même itinéraire, à la même heure et le même jour. Et le préfet Tobola s'était prévalu de cela pour interdire la marche au risque, disait-il, de laisser les marcheurs s'affronter. J'ai trouvé ça un peu maladroit, mais c'était une raison quand même suffisante pour comprendre. Mais ici, c'est que le préfet n'a même pas fait l'effort d'expliquer. Parce que la marche, c'est un droit constitutionnel. Et si le pouvoir doit interdire la marche, il faut véritablement qu'il y ait des raisons, mais très sérieuses, pour que la marche soit interdite. La preuve, c'est que lorsque la dernière marche dont je parlais avait été interdite, à la veille, c'est-à-dire le 21
le 21 juin 2017, il y a eu un communiqué qui est sorti de la présidente de la République, de la cellule de communication de la présidente de la République, pour dire que le président de la République demandait au préfet Togola de reporter sa décision qui interdisait la marche au motif que, je cite, la liberté d'expression et d'opinion des Béninois est une vertu cardinale. Ça, c'est ce que disait le communiqué en 2017. Et donc, Modeste Togola a été obligé de rapporter tranquillement sa décision et a laissé la marche s'opérer. Donc, si aujourd'hui, son successeur, Alain Roula, trouve qu'il y a des raisons d'interdire la marche, il a peut-être de bonnes raisons de le croire, mais il lui appartenait de faire la démarche républicaine qui consiste à recevoir les marcheurs, les organisateurs, pour leur expliquer de manière très claire les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de laisser la marche se dérouler en leur faisant voir de manière concrète les risques qu'il y a à les laisser marcher. Et cela ne suffit pas. Il faut ensuite que les marcheurs garantissent que même si on les laisse marcher, il ne se passera rien. Et qu'ils endossent la responsabilité. À ce moment-là, on les laisse encore marcher. Et on les encadre de façon à ce que les informations qu'on a permettent d'anticiper un certain nombre de choses pour que les travailleurs ne tombent pas dans des travers regrettables. Donc, il est du devoir du gouvernement d'encadrer la marche des travailleurs, quel que soit le motif, sauf si véritablement il y a des raisons de penser qu'il y aura des troubles à l'ordre public. Est-ce que dans le cas d'espèce c'était démontré? On ne le saura jamais puisque le préfet n'a pas eu ce genre de oui, mais on a eu sa lettre pratiquement la veille, je dois dire, de la date où les marcheurs devraient marcher. C'est vrai qu'il n'a pas avancé de raison, mais quand on lit son communiqué, son adresse, il dit principalement qu'il faudrait respecter les principes et les lois en vigueur au Bénin en matière donc de marche. On a l'impression que quelque part les travailleurs aussi ne se sont pas conformés un peu au test au Bénin. Bon, c'est pourquoi je vous dis, pour les travailleurs c'est très clair, c'est un régime déclaratif et nos centrales syndicales ne sont pas des amateurs en la matière. Ça fait de longues années que les marches sont organisées dans notre pays et c'est pas aujourd'hui qu'on apprendra aux travailleurs quelles sont les formalités qu'on fait pour marcher. Non, je pense que si le préfet n'avait pas d'arrière-pensée dictatorial, il faut dire ça comme ça, il lui appartenait d'appeler les responsables, les organisateurs, pour en discuter avec eux et leur dire, mais écoutez, vous voulez marcher, mais bon, il y a telle formalité, il y a telle formalité à remplir pour être en règle, et puis bon, ben c'est bon. Peut-être que la lourdeur administrative a fait que bon, le préfet n'a pas été, je dois dire, informé de ce courrier qui existait depuis, parce que sa réponse est venue le jeudi soir, alors même que la marche est projetée pour le samedi matin. C'est-à-dire que les travailleurs n'auraient pas fait les formalités à temps, c'est ça? Moi, je pense que c'est pas. Oui, ils ont introduit un courrier peut-être et la lourdeur administrative faisant, le préfet n'a pas pu avoir contact avec je pense que ce n'est pas ça. Je pense qu'en amont, il y a eu un certain nombre d'informations. Avec le recul, c'est ce que je lis. Il y a un certain nombre d'informations qui faisaient état de ce que il y aurait eu des infiltrations parmi les marcheurs et que bon, ben, il y a des risques de troubles à l'ordre public puisque aujourd'hui avec la progression des événements, nous avons constaté que bon, le procureur a retenu un certain nombre d'informations. En tout cas, on va en parler tout à l'heure parce que la première marche, faut-il le rappeler, et j'insiste là-dessus, a été initiée par la CSA Bénin, l'UNSTB, la CGTB, avant qu'il soit rejoint par la COSI Bénin pour faire cette première marche qui a été, ma foi, empêchée parce que beaucoup de policiers sont sortis. Mais on a quand même eu une deuxième marche initiée cette fois-ci par la CSTB, notamment le 1er mai. Et là, ça a été plus violent. Hein. Les policiers n'ont pas été du dos de la cuillère. Oui, parce que la première étant interdite et la seconde étant projetée principalement pour engager un bras de fer et provoquer l'affrontement, parce que je ne trouve pas une autre raison de le dire. Puisque le motif est resté le même pratiquement, et c'est un peu comme
si la CSTB voulait y aller par la force pour montrer qu'il n'y a rien qui elle est allée toute seule. Elle n'a jamais dit dans son appel à marcher qu'elle ferait des cases, qu'elle ferait la force. Non, elle n'a pas besoin de ça. Puisque les motifs pour lesquels la première marche avait été empêchée n'ont pas été complètement réglés. Il y avait encore des raisons, il y avait des appréhensions pour lesquelles on ne pouvait pas encore autoriser une marche. Et surtout, il y avait le motif. Parce que quand je prends le motif principal pour lequel les travailleurs voulaient à tout prix marcher, il se rapporte à la cherté de la vie. Il ne se rapporte pas à des revendications corporatistes, ni catégorielles, ni professionnelles. Et donc, ce n'est pas la vocation première du syndicat de descendre dans la rue pour, le syndicat pour protester contre la cherté de la vie. Parce que la cherté de la vie concerne tous les Béninois. Pas... Oui, mais si tous les Béninois ne veulent pas s'engager pour une lutte, pour réclamer ou faire constater qu'il y a cherté de la vie, pourquoi est-ce qu'on en voudrait au syndicat de faire constater au gouvernement que la vie est chère à Cotonou? Je pense que le motif était un peu tiré par les cheveux. Moi, je comprendrais parfaitement que les travailleurs marchent pour des raisons tout à fait... autre que la cherté de la vie? Par professionnel, en se rapportant au monde du travail. Je comprendrais ça. Au-delà de la cherté de la vie? Si on est allé chercher cherté de la vie pour marcher, c'est parce qu'on voulait absolument marcher et que, en réalité, pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas de raison objective sur le plan, oui, mais la raison de l'organisation du travail. Il n'y avait pas de raison objective de marcher, mais on est allé chercher un prétexte même pour le faire. Outre la raison de la cherté de la vie, ils ont aussi évoqué le cas, je dois dire, de l'absence de dialogue, parce qu'il y avait un cercle qui se concertait 2 fois l'année, qui n'a pas été réuni toute l'année 2023, par exemple, pour exposer un peu les problèmes des travailleurs. Ils ont parlé de difficultés, notamment des agents, comment est-ce qu'on les appelle déjà, contracteurs de l'État, qui doivent passer à une autre catégorie. On a parlé des AME aussi, qui ont eu entre-temps quelques intérêts pour améliorer leurs conditions. Donc il fallait aussi en rediscuter. Il y a bien d'autres sujets qui étaient sur la table, dont on devrait discuter pendant donc ces rencontres entre gouvernement, syndicat et patronat. Et la rencontre n'est jamais venue au cours de l'année 2023. Et ils l'ont dit dans leur courrier. Ça, c'est leur version. Je n'ai pas eu la version du gouvernement par rapport à ce manque de rendez-vous, à ce rendez-vous manqué, mais je pense que, comme je vous le disais, les raisons qui concernent le monde du travail viennent bien après la principale raison évoquée pour marcher, c'est-à-dire la cherté de la vie. Or, la cherté de la vie, il y a des raisons évidentes de croire que ce n'est pas forcément la faute du gouvernement si la vie est chère. Il y a des facteurs exogènes qui sont plus importants que les facteurs endogènes qui ont aggravé la situation du panier de la ménagère. Donc, si partout on se met à marcher pour tout et rien, on retomberait dans les travers qui, il y a quelques années encore, nous avaient complètement pourri, la vie avait tombé. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on retourne dans les travers, alors que même la loi sur la grève a prévu quand même qu'en tout et pour tout, ils auront à jacasser pour 10 jours pendant une année, c'est fini. Donc attendons qu'ils finissent les 10 jours et voyons ce qu'ils pourront faire. Pourquoi est-ce qu'on est dérangé? Il faut respecter la loi. Je vous l'ai dit tantôt, moi je ne connais pas les raisons pour lesquelles la marche a été interdite, mais j'observe que le gouvernement, par la suite, a fait faire des tests d'urine à des gens qui se seraient, paraît-il, infiltrés. Bon, donc ça veut dire que quelque part, il y a des manœuvres qui sont en cours, dont le pouvoir est parfaitement au courant et que le pouvoir essaye d'endiguer parce que, bon, vous savez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont établi les règles que ceux qui sont aujourd'hui en train de marcher sont en train d'essayer de suivre. Donc, disons que un peu, c'est les concepteurs qui sont au pouvoir et ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui sont un peu les tricheurs, parce que j'ai l'impression que le gouvernement a anticipé beaucoup de choses et qu'on ne les laisse pas faire parce qu'on voit venir les travailleurs en collusion avec l'opposition et
je ne vais pas vous le cacher, le clergé récemment encore était en contact avec ce monde-là et avait commencé à faire un colloque sur lequel on n'a pas encore fini de faire... on pourrait l'évoquer tout à l'heure, hein, le code électoral évoqué par les catholiques lors d'une rencontre internationale à Cotonou. Vous avez commencé déjà à en parler, hein, des manifestants, une bonne vingtaine arrêtés, à qui on a fait des tests, qui se sont révélés positifs au cannabis. C'est quand même curieux ça, non? Je ne sais pas, je ne sais pas le dire. Je constate simplement que dans le communiqué du procureur, on dit qu'ils n'ont pas justifié de leur qualité de travailleur. Et ça m'a paru un peu bizarre parce que dans le même temps, on nous a dit qu'il y a des artisans, qu'il y a des apprentis enfin bref, c'est des gens quand même qui font quelque chose dans leur vie. Et donc ça dépend de la notion qu'on a du travailleur. Le travailleur, c'est celui qui gagne sa vie en faisant un travail. Bon, donc on n'est pas obligé d'être agent de l'État pour être considéré comme travailleur. Bon, déjà par rapport à ça, je pense que on n'a pas de raison de les inquiéter. Bon, maintenant, s'il n'y a pas d'informations extrêmement précises, je pense qu'on n'aurait pas non plus procédé à des tests d'urine, parce que ça, c'est quand même l'extrême. Je pense que on est allé à l'extrême parce qu'on a l'assurance d'avoir mis la main sur des délinquants et qui avaient un plan bien établi et bien connu. Et si c'est le cas, ben, je pense qu'il appartient aux travailleurs aux personnes qui les ont recrutés de s'expliquer, parce que ce serait trop facile qu'on dise bon ben ceux-là on les prend et puis bon ceux qui les ont recrutés ben on continue de les laisser recruter d'autres, parce qu'il faut que comprennent ce qui s'est passé. Oh oui, le procureur il a commencé par nous dire ce que nous sommes censés savoir à ce stade de l'enquête, mais quoi qu'il faut, il faut nécessairement que nous ayons le complément d'information jusqu'au moment où on nous assure qu'on a cerné le sujet, qu'on a cerné complètement le plan qui était en cours et qu'on a mis hors d'état de nuire toutes les personnes qui envisageaient de semer des troubles à l'ordre public. Maintenant, si on s'est trompé, il faut qu'on nous dise aussi, bon, ben, c'est vrai qu'on avait cru, mais finalement, ce n'est pas ça. Oui, mais l'autorité publique a le droit, ma foi, d'imposer l'ordre public avec les moyens qui sont à sa disposition. Oui. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales reprochent, ma foi, à l'appareil judiciaire d'avoir opéré des tests indépendamment de la volonté des personnes concernées, mais aussi et surtout à leur insu et à l'absence de leur avocat. On a besoin de faire ces règles-là quand on sait qu'en face, on a quand même des gens qui n'ont pas forcément le profil qu'il faut pour être à l'heure là dans, je dois dire, le rang des marcheurs. Non, mais écoutez, quand une organisation syndicale décide d'organiser une marche, tout le monde peut s'y retrouver. Ah oui? Parce que la cherté de la vie, c'est un sujet qui concerne tous les Béninois. Donc les femmes du marché auraient pu être dans cette marche, les artisans auraient pu être dedans, les élèves et les étudiants auraient pu être dedans, donc même les retraités auraient pu être dedans. Parce que quand on marche pour la cherté de la vie, tout ce que la cherté de la vie concerne sont supposés contribuer à la marche. Ce n'est pas seulement les agents permanents de l'État. Donc, par rapport à ça, moi, je considère que les personnes qu'on a arrêtées ont le droit d'être là où ils étaient quand on les avait arrêtés. Maintenant, est-ce qu'ils avaient un autre dessein? Ça, c'est ce qui reste à prouver et à nous démontrer. On a un autre rendez-vous pour samedi prochain. Les travailleurs tiennent à leur marche. Samedi prochain, notamment le 11 mai, jusqu'au bouddhisme, de l'entêtement, de la défiance ou carrément une normalité démocratique. Une normalité démocratique parce qu'en réalité, le coût de la vie est bien cher. Et il est normal que les travailleurs décident de s'exprimer. Parce que ce n'est que ça. Ce n'est que de s'exprimer pour dire, bon ben, gouvernement, il faut faire quelque chose parce que ça devient insupportable. Est-ce qu'on a besoin d'une marche? Pas forcément. Mais rien n'interdit de faire une marche non plus. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'aujourd'hui, avec le développement des événements, nous savons désormais que la plupart que la raison principale pour laquelle les denrées alimentaires coûtent cher au Bénin, c'est le trafic
on va dire, illicite vers le DGR principalement. Et le chef de l'État lui-même l'a dit il y a quelques jours que, bon, ben, voilà la raison pour laquelle les Béninois souffrent au portefeuille. Alors, si c'est le cas, la marche n'est plus dirigée véritablement contre le gouvernement, c'est dirigé contre les personnes qui organisent la sortie frauduleuse de nos céréales et qu'il faut discipliner un peu. Et la rencontre du préfet, enfin, la réponse du préfet, hein, cette fois-ci, on n'a pas eu droit à un communiqué qui circule dans les rues de Cotonou, on a eu droit à une adresse en direction, je dois dire, des centrales et confédérations syndicales impliquées dans l'organisation de la marche du 11 mai, avec cette insistance que malgré qu'on n'a pas respecté les principes et les étapes qu'il faut pour tenir une marche, que la marche était autorisée. C'est quand même curieux ça, non? Non, mais parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne considère plus que la marche est dirigée... C'est un danger. C'est même pas... C'est pas ça. Le gouvernement ne considère plus que la marche est dirigée contre lui. Et donc, oui, la marche est dirigée contre la vie chère, et la vie chère concerne tout le monde, y compris les membres du gouvernement. C'est quoi là? Ce sont les gouvernements, enfin, ce sont les membres du gouvernement qui sont chargés de nous faire avoir une vie plus ou moins supportable. Quand la vie est insupportable, pardon, les responsables, c'est les membres du gouvernement. Oui, bon, c'est vrai qu'ils sont responsables quelque part, mais quand on y regarde bien, est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui est responsable? Parce que d'abord, il y a, nous l'avons vu, la fuite, la sortie frauduleuse des céréales, mais il y a aussi que nous sommes des spéculateurs nés, c'est-à-dire que nous profitons de toutes les situations pour spéculer. Le peuple béninois, il est comme ça. Moi, vous savez, hier, les mangues que nous achetions à 100 francs, nous les achetons aujourd'hui à 500 francs. Mais est-ce que le gouvernement a quelque chose à voir dedans? Est-ce que le gouvernement perçoit des taxes sur les mangues? Est-ce que le gouvernement perçoit les taxes sur les arbres? Est-ce que le gouvernement perçoit des redevances particulières qui justifient que nous ne soyons plus en mesure de manger des mangues comme on le faisait par le passé? J'ai acheté 200 francs de mangue hier et j'ai évalué, je me suis rendu compte qu'une seule mangue m'avait été vendue à 75 francs. Vous imaginez, c'est inouï. Ce n'est pas le gouvernement qui fait ça. Et le gouvernement ne peut pas non plus décider de fixer les prix parce que, bon... Pour pas qu'un élément bouge au niveau de la chaîne économique, ça a un impact direct sur le reste de la chaîne. Je prends un simple exemple. Quand, par exemple, l'essence de contrebande passe de 350 francs CFA à 900, à 1000 francs, 1700 francs CFA, vous n'attendez pas que le transporteur, celui qui a utilisé sa moto, sa voiture, etc., qui allait chercher les mangues à 10 km, à 20 km de la brosse et qui est venu au bord de la voie, la vendre exactement au même prix comme il y a 10 ans. C'est tout à fait vrai. Mais c'est tout à fait vrai aussi que, de ce point de vue-là, le gouvernement a fait des efforts très probants. Pour la diminution du prix de l'essence. Il y a déjà beaucoup de stations d'essence et par rapport au prix auquel le pailleur est cédé, l'essence de contrebande est cédée, je pense que le gouvernement a fait un effort pour que le carburant puisse être disponible à peu près partout. Et je ne sais pas pourquoi, même quand le carburant est disponible dans la station, les gens préfèrent aller acheter le carburant de contrebande. Quand c'est à 680 francs à la station, les gens préfèrent aller acheter à 900. Parce qu'il y a moins de rangs, par exemple. Parce que c'est disponible un peu partout au bord des voies. Peut-être que c'est pour faire vite et ne pas perdre du temps. Ouais, voilà. Et c'est peut-être aussi parce que, comme la plupart des gens le disent, les mesures au niveau de la station ne sont pas tout à fait véridiques et que quand vous achetez 1 litre d'essence à la station, parfois c'est à peine 2000 litres qu'on vous vend. C'est vrai qu'il y a des opérations de contrôle des quantités, etc., de façon intermittente qui passent dans les stations-service pour contrôler un peu. Oui, le service de météorologie est à l'œuvre. Mais c'est vrai aussi que les populations se plaignent de la quantité de l'essence qui leur est servie. C'est une idée répandue, peut-être même que ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est une idée répandue et en vertu de cette idée répandue, les gens préfèrent aller acheter l'essence de contrebande plutôt que de s'aligner dans une station où ils pensent que la pompe envoie plutôt un peu d'air à la place du carburant qui devrait remplir leur réservoir. Pourquoi, c'est une question de curiosité, pourquoi vous pensez maintenant que les travailleurs se sont réveillés pour faire des marches? Ça fait quand même 2016 et ce n'est pas maintenant qu'on constate que la vie est en train de renchérir. Les prix
ont pratiquement doublé de prix entre 2016. Je me rappelle encore qu'en 2016, l'essence de contrebande aux abords des voies était à 325 francs CFA, 300 francs par endroit. Aujourd'hui, on est à 400, on est à 500, on est à 1700 francs CFA depuis quelques semaines, en tout cas à Parakou, même si la réalité a baissé entre-temps. Pourquoi c'est maintenant que les travailleurs se mettent dans la rue? C'est maintenant qu'ils se mettent dans la rue parce que 2026 approche et que les travailleurs de tout temps ont toujours joué un rôle dans comment on va dire, la fin du mandat présidentiel et le choix du futur président. Quelque part, ils ont toujours joué un rôle important parce qu'ils ont toujours eu des accointances avec la classe politique et c'est pourquoi je vous disais tantôt que si la marche était interdite, c'est peut-être parce que le gouvernement avait des informations très précises sur un certain plan qui serait en cours de réalisation et qui prévoit que aussi bien la classe politique de l'opposition que les syndicats qui sont presque toujours avec l'opposition et peut-être même le clergé qui a perdu sa neutralité sous nos yeux il y a quelques jours, soit en train d'organiser quelque chose pour que le pays soit un peu dans une situation d'effervescence afin que 2026 soit organisé à la façon de ceux qui voudraient que ça se passe autrement que le voudrait le président de la République. En tout cas, on va observer un peu ce qui va se passer samedi prochain, le 11 mai. Je pense que les gens marcheront tranquillement, que le peuple béninois tout entier s'associera à cette marche-là pour déplorer ensemble que le coût de la vie soit si élevé et peut-être que ça fera un effet de sensibilisation sur les personnes qui spéculent inutilement. Qu'est-ce qui va changer? Je ne sais pas trop ce qui va changer. En fait, cette marche ne changera pratiquement rien du tout. Parce que s'il y a quelque chose à faire, c'est au niveau du gouvernement qu'il faut prendre des mesures. Et je pense que la mesure la plus importante est déjà prise en ce que les produits, les denrées alimentaires, les céréales ne sortiront plus désormais de notre pays jusqu'à nouvel ordre. C'était la décision la plus importante et elle a déjà été prise. Bon, maintenant, je pense que les travailleurs veulent se montrer et se prouver à eux-mêmes que lorsqu'ils décident de marcher, personne ne doit les en empêcher. Je crois que, comme vous l'aviez dit, c'est un principe démocratique. Si quelqu'un veut marcher parce que sa copine l'a abandonné, qu'il marche donc, qu'il fasse la demande. Et si on peut lui trouver de bonnes chaussures, qu'il aille jusqu'à Naditengu. Tranquillement. Quelqu'un l'a dit, Bonia, il a dit, il faut trouver des goudas aux marcheurs. Oui. Ça pourrait aplanir la route. Bien sûr. Entre-temps. On va parler de notre deuxième sujet, faut-il dire, la relation entre le Bénin et le Niger qui se dégrade davantage avec les deux derniers épisodes. Le tout dernier en date, c'est la sortie de Patrice Talon pour expliquer un peu ce qui se passe. Mais avant cela, c'est sa décision par rapport justement à l'exportation du pétrole brut du Niger au niveau donc de la plateforme de Sénécoudi, parce qu'il y a une pipeline qui a quand même été installée tout au long, je dois dire, du territoire national du Bénin pour transporter justement le produit jusqu'à Sémécoudi. Alors, commençons déjà par la décision du Bénin d'interdire l'exportation du pétrole brut. Vous aviez compris pourquoi est-ce que Cotonou a haussé le ton comme ça? Cotonou n'a pas haussé le ton. Cotonou a fait un constat et le chef de l'État a, je pense, expliqué de manière très claire et très limpide ce qui motive la décision du Bénin. Quand la frontière est fermée, elle est fermée. Et lorsque, sachant que la frontière est fermée, vous continuez d'organiser un trafic, quelle que soit sa nature, vous êtes en train d'aller en contradiction avec la décision qui est prise de garder la frontière fermée. Donc, quand le Niger dit « ma frontière est fermée », eh bien, ça veut dire qu'elle empêche tout produit de sortir du Niger et tout produit d'entrer au Niger. Oui, mais ce n'est pas le pipeline.
Ce n'est pas un mouvement physique que l'on peut voir. Le pipeline, mais en plus de ça, c'est organisé autour d'un contrat où les trois parties, notamment le Niger, le Bénin et, ma foi, l'entreprise chinoise qui exploite, je dois dire, ce pétrole, se sont entendus sur un certain nombre de principes liés au contrat international. C'est un blocage unilatéral, c'est un blocus unilatéral, c'est un danger pour le Bénin et surtout pour sa crédibilité. Quand on s'est engagé pour faire observer des règles qui sont inscrites dans un contrat, on ne se lève pas comme si on s'est réveillé de son sommeil pour interdire ça, non? Mais ma foi, quand vous parlez comme ça, j'ai l'impression que vous supposez que une fois que le contrat est signé, contre l'avis des Nigériens, on peut décider d'exploiter le pétrole et laisser les navires chargés à Cotonou. Comment contre l'avis des Nigériens? C'est les Nigériens qui ont apposé leur signature. Ils sont d'accord. Leur décision à eux, les Nigériens, c'est que rien ne sort de leur pays et rien ne rentre dans leur pays. Oui, mais le contrat est préalable. Le contrat était, je dois dire, antérieur justement à la décision de la fermeture de frontières. Une fois que la décision de la fermeture de la frontière est prise, c'est une décision extrêmement souveraine. Il n'y a rien d'autre qui puisse changer ça. Si le Niger ne décide pas de lever cette décision, il n'y a rien qui puisse changer ça. Ils sont souverains. Ils disent rien ne rentre dans notre pays, rien ne sort. À partir du moment où c'est très clair, on ne peut pas. C'est pas parce qu'il y a un contrat en cours et que... vous savez, il y a beaucoup d'hommes d'affaires nigériens qui avaient des contrats de cette nature en cours. Mais parce que la fermeture est fermée, ils sont en difficulté. Parce que la frontière est fermée, ils sont en difficulté. Ils n'ont pas de voie de recours. Oui, mais là, on est entre deux États. On n'est pas entre deux États. Vous avez bien entendu le chef de l'État dire que bien que nous soyons deux États, c'est avec les partenaires chinois que le Bénin discute d'une question qui concerne le Bénin et le Niger. Donc, écoutez, c'est déjà pas normal. Et si les interlocuteurs du Niger ne se manifestent pas de manière très claire dans ce dossier, le Bénin, à lui tout seul, ne peut pas se mettre à dire, bon, puisque c'est un contrat préalable, le pétrole sort. Parce que le pipeline fait partie intégrante du territoire du Bénin. Mais les contrats internationaux aussi imposent un certain nombre de règles. Quand vous aviez signé, c'est que vous aviez signé et vous respectez votre signature. C'est ce qu'on demande à l'État béninois. Mais quand j'ai signé un contrat pour que l'avion du Bénin atterrisse au Niger et que le Niger dit j'ai fermé ma frontière, alors vous dites non, mais comme c'est préalable, il n'y a pas de problème. Si le Niger a signé, il devrait ouvrir. Ah oui? Si le Niger a signé un contrat clairement défini que tous les avions en provenance du Bénin et qui sont au drapeau du Bénin doivent atterrir et qu'il a signé conformément justement à un contrat international, le Niger accepte que les avions atterrissent. Je me souviens. Ou alors c'est une rupture unilatérale. Et ça, les instances peuvent en parler. Oui, c'est vrai, les instances peuvent en parler. Mais nous sommes dans une logique très simple. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher loin. Le président dit, nous sommes disponibles et si les Nigériens arrivent demain pour dire oui, nous validons l'exploitation, le renflouage des tanks, des navires qui arrivent, c'est fini. Mais quand on est deux États, il faut deux interlocuteurs pour prendre une décision. Donc le Bénin n'a pas d'interlocuteur, ce sont les hommes d'affaires de la Chine qui viennent. On a eu des délégations nigériennes qui sont venues à Cotonou, qui ont fait un travail, les douaniers nigériens sont venus, on a eu des délégations diplomatiques qui sont venues, on a fait un travail collégial. Il y avait théoriquement une séance d'inauguration qui a été avortée. Vous vous rappelez? C'est parce que les interlocuteurs qui devaient... Parce que peut-être la Chine estime que, bon, enfin pas la Chine, le Niger estime que c'est la Chine et le Bénin qui se discutent, enfin, qui parlent de son contrat. C'est le pétrole du Niger. C'est vrai que la Chine a acheté, mais c'est le pétrole du Niger. Quand on a vendu, le transport ne vous concerne pas. Oui, mais le transport ne nous concerne pas, ne concerne plus le Niger. Mais si le Niger ferme sa frontière, vous voulez faire comme si vous ne savez pas que la frontière est fermée? Il faut en parler à l'acheteur pour lui faire observer que le... Il faut dire à l'acheteur, demande à celui qui te fournit d'ouvrir la frontière pour laisser passer la marchandise officiellement. C'est tout ce que le Bénin demande. La Chine, les Chinois ont acheté, on leur demande, dites
à ceux qui vous vendent le produit d'ouvrir la frontière pour laisser passer le produit. Oui, mais le Bénin a donné l'impression, en tout cas au fort de la crise au Niger, que la fermeture de sa frontière ne dépendait pas d'elle et qu'en réalité, ça ne lui causait aucun dommage. Pourquoi est-ce que le Bénin tient à ce qu'on ouvre les frontières ou qu'on fasse les choses normalement? C'est une conséquence de droit. Ce n'est pas une affaire d'état d'âme ou d'état d'esprit. C'est une conséquence de droit. J'ai fermé ma maison. Je dis, rien ne rentre chez moi, rien ne sort de chez moi. Et vous dites qu'il y a un tuyau qui passe par en dessous et que bon, ben, parce que le tuyau passe par en dessous, on n'a pas besoin de mon autorisation pour pomper l'eau qui est dans ma maison. Ce n'est pas possible. Il faut que j'autorise officiellement l'eau à passer. Sinon, vous ne pouvez pas recueillir l'eau qui est dans ma maison sous prétexte que ça passe dans le sous-sol. C'est une conséquence de droit. Il n'y a même pas besoin de faire un gros débat autour de ça. Si le Bénin n'avait pas agi comme ça, le Bénin aurait commis une énorme faute. À quel niveau? Parce que quand la frontière de votre voisin est fermée, vous en prenez acte. Vous donnez l'impression que c'est le Niger qui s'est levé un petit matin et parce qu'il a eu un mauvais songe la nuit, un mauvais rêve, s'est dit, bon écoutez, qu'est-ce que je crée? Je ferme les frontières avec le Bénin. C'est le Bénin qui a fermé en premier. Mais attendez. Enfin, le Bénin s'est levé aussi comme ça, sans état d'âme, un matin pour dire bon, le Niger. Oui, mais moi je ne vais pas constater quelles sont les raisons. Le Niger m'énerve, je vais aller fermer la frontière. C'est ça qui s'est passé? J'ai constaté qu'entre les deux, il y a un premier qui a fermé sa frontière. C'est le Bénin. Il y a eu un coup d'État et le Bénin n'a jamais fermé sa frontière sur un coup de tête. C'est une décision sous-régionale prise au sein de l'instance qui est habilitée à la prendre, qui a été exécutée par le Bénin. L'interdiction aussi de l'importation par le port de Cotonou des marchandises en direction du Niger, c'est aussi une décision de la CEDEAO, ça? Non, mais c'est en droite ligne avec la décision de la CEDEAO. La frontière est fermée. Vous voulez quoi? Qu'on laisse les marchandises s'accumuler dans le port? Il faut être logique. Si la frontière est fermée, ça veut dire que les marchandises ne peuvent pas passer. On ne peut donc pas les laisser s'accumuler dans le port de Cotonou jusqu'à ce qu'on ait plus d'espace pour respirer. Donc il faut dire arrêtez là-bas jusqu'au jour où la frontière sera ouverte pour que ça passe. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas d'animosité vis-à-vis du Niger dans cette affaire. Je pense que ce sont les autorités du Niger. C'est comme ça que le Niger prend ça. Non, je pense que ce sont les autorités du Niger qui en font trop, qui sont dans un jusqu'au-boutisme que personnellement je ne comprends pas. C'est un jusqu'au-boutisme. Ils ont avancé un argument auquel ils tiennent depuis. Ils ont dit que le Bénin a amassé il y a des Français et justement il y a des Français militaires qui sont en train de s'installer avec des bases pour éventuellement faire entrer au Niger des choses qui ne pourraient pas garantir la sécurité de l'État. Je pense que ces autorités-là sont frileuses et trouvent des prétextes pour faire ce que nous observons là, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que lorsqu'un pays veut vous attaquer, eux-mêmes savent que pour que la France soit opérationnelle, elle a dû installer une base véritable dans leur pays, et la base, c'est pas quelque chose que vous pouvez, comment dire, manquer. C'est pas quelque chose qu'on peut ne pas voir. Le Niger ne peut pas aller. C'est pas quelque chose que tout le territoire béninois pour savoir s'il y a une base militaire française quelque part. Il faut qu'ils aient les preuves de ce qu'ils avancent, parce que c'est assez grave de dire ça. Oui, mais quand vous donnez l'hospitalité à quelqu'un que j'ai cherché de ces mois. Mais attends, alors qu'on partage une clôture. Je ne comprends pas. Moi, je vais vous poser une question simple. Est-ce que le Bénin a l'obligation de rompre toute relation avec la France parce que le Niger a des raisons? Le Niger n'a jamais demandé ça. Le Niger a dit, parce que vous recueillez chez vous quelqu'un que j'ai cherché de chez moi, le Bénin, je fais ma porte pour être en sécurité. C'est tout ce que le Niger a dit. Le Bénin ne recueille pas quoi que ce soit chez lui. Le Bénin a de bonnes relations avec la France qui se sont, comment dire, manifestées d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas après la rupture avec le Niger que la France est venue chercher à coopérer avec le Bénin. Nous étions dans la coopération depuis. Le Bénin coopère avec la France. Le Nigeria coopère avec la France. Le Tchad coopère avec la France. Mais la frontière du Nigeria est ouverte. La frontière du Tchad est ouverte. Si la France veut attaquer le Niger, et la France, à partir du Tchad, peut faire n'importe quoi au Niger. Peut-être que c'est plus simple d'attaquer le Niger par le Bénin. Je pense que les autorités du Niger sont en train complètement d'être dans la désorientation. Mais ça s'explique. Moi, je pense que ça s'explique. Ça s'explique par le fait que, à l'origine, nous avons tous rêvé
véritablement rêvé en pensant que les autorités de fait qui se sont installées dans ces pays où il y a eu des coups d'État étaient venues véritablement pour changer quelque chose dans le paysage politique africain. Nous étions heureux de savoir que le discours sur le nationalisme, sur le panafricanisme, sur la souveraineté était véritablement un discours salvateur. On allait s'en sortir, c'est ce qu'on pensait, mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend bien compte qu'il n'y a rien de souverain, il n'y a rien de nationaliste et il n'y a rien de panafricaniste dans tout ça, et que la véritable raison pour laquelle ces pouvoirs-là se sont installés, c'est pour s'accaparer des ressources naturelles du pays et les gérer. Est-ce que quelque part il ne faut pas comprendre la position du Niger? Vous voyez le nom de Sékou Touré et puis la réaction de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle n'a pas eu besoin de base militaire à Conakry. Hein? Vous voyez toute la destruction, le saccage de l'économie de Conakry dans le temps. On n'a pas eu besoin de base militaire française. Aujourd'hui aussi, c'est pratiquement le même schéma. Est-ce que, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils ont peur alors que les Français soient installés quelque part au Bénin? Peut-être pour saccager aussi la pays. On a fabriqué beaucoup de maisons, de monnaie guinéenne fausse qu'on a introduite dans l'économie guinéenne. La conséquence, c'est... Et vous pensez véritablement que les Français sont allés s'installer à la frontière de la Guinée pour faire ça? Ils ont pensé obligatoire d'aller s'installer à la frontière de la Guinée pour faire tout ce que vous dites. Parce qu'on n'avait pas bien contrôlé la frontière guinéenne. Aujourd'hui, ils veulent contrôler la frontière guinéenne. Il y a d'autres motifs à l'entêtement des autorités du Niger qui, de mon point de vue, sont dans un véritable diktat et veulent montrer des muscles par rapport à une situation qui, ma foi, ne nécessite pas autant de fermeté. La frontière, ce sont les populations du Niger qui souffrent. En réalité, les Béninois aussi. Hein? Les Béninois souffrent dans une certaine mesure, mais chez nous, ça va encore mieux puisque c'est nous qui leur envoyons les céréales. Ça veut dire que chez nous, ça va un peu. Oui, mais le port autonome de Cotonou, parlons-en, il est en difficulté. Le port est peut-être en difficulté, mais la décision prise par le président Patrice Talon est d'autant plus courageuse que par lâcheté et par cupidité, le président aurait pu dire, bon, laissez passer le pétrole puisque j'ai des redevances à percevoir et que ces redevances-là me compensent largement les pertes que je subis au port de Cotonou. Mais malgré ça, il dit non. Il faut rester logique. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de responsabilité. Est-ce que cette décision de Cotonou n'est pas l'aveu d'un échec diplomatique en réalité? On a dit on veut privilégier les discussions. On a envoyé plusieurs fois les délégations diplomatiques de Cotonou. Jusque-là, la frontière n'a pas été ouverte. Et il faut fermer le ministère des Affaires étrangères tranquillement et passer à autre chose. Non, mais c'est trop facile. Vous voulez dire que le Nigeria, pour avoir eu sa frontière ouverte, a eu une meilleure diplomatie. Il a fallu juste changer le régime. A eu une meilleure diplomatie. Non, j'insiste pour dire que les autorités du Niger ont une raison particulière de garder la frontière du Bénin fermée. Laquelle? Et cette raison n'a rien à voir avec la situation sécuritaire dont ils se prévalent. Absolument rien. En tout cas, on a quand même aussi que le Bénin a subi quelques pertes. Hein. C'est vrai que le Niger menace de faire dévier son pétrole par le Togo. Ça va être très coûteux, faut-il le dire. Mais au-delà de ça aussi, c'est que le Bénin quand même perd beaucoup de sous dans cette affaire. Chaque jour qui passe, c'est quand même quelques petits millions de dollars qui s'en vont. Oui, c'est ça que je vous disais tantôt. Si on s'en tiendrait à cet aspect financier, que le Bénin serait heureux de laisser passer ce pétrole-là parce que les autorités du Niger ont déjà encaissé 400 millions de dollars et que bon, il y a une manne financière qui attend aussi le Bénin dans tout ça. Et donc on aurait pu donner la priorité à l'argent si c'était l'argent qui était la raison principale pour laquelle nous allions vers nos amis, de nos frères du Niger pour faire la paix. Mais le président vous l'a dit, il a fait des démarches. Est-ce qu'on peut dire du côté du Niger qu'on a fait quoi que ce soit pour améliorer les relations avec le Bénin? Non. Est-ce qu'on a pu dire qu'on a fait quoi que ce soit pour accepter
les démarches faites par le Bénin, non. Mais nous ne sommes pas obligés de nous plier devant des personnes qui ont des motifs particuliers, qui ont un agenda particulier. On verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, je pense que le Bénin fait bien de rester fier et digne par rapport à une situation qui n'est pas de son fait. C'est vrai que la décision ne vise pas singulièrement le Niger, même si on a fait circuler quelques images de transfert, je dois dire, illégaux de sacs de maïs vers le Niger. Le Bénin a décidé désormais d'interdire l'exportation de son maïs vers tous les pays, en tout cas de la sous-région, en dehors même du Niger. Est-ce que c'est une bonne décision pour répondre à la hausse du prix du kilo de maïs depuis quelques semaines maintenant à Cotonou? C'est une très bonne décision, mais en même temps, c'est une décision arbitraire. Parce que nous sommes dans une économie libérale, ça il ne faut pas le perdre de vue. Et quand on est dans une économie libérale, on ne donne pas, l'État ne se mêle pas de commerce et ne se mêle pas d'empêcher les citoyens. L'État ne peut pas empêcher le citoyen de jouir comme il l'entend du fruit de ses efforts. Si je peux vendre mon maïs à 1000 francs quelque part et que l'État m'oblige à le vendre à 300 francs, il y a quelque part de l'arbitraire. Mais c'est vrai que en la matière, l'État a une certaine souveraineté et peut effectivement réguler. Mais ce que moi je voudrais souligner fortement, c'est que si nous avons choisi cette option libérale, il faut que nous sachions aussi en tirer les conséquences. Parce que j'ai l'impression que c'est devant les problèmes, devant les complications que nous nous mettons à faire des jérémiades et des lamentations. Et nous ne nous posons jamais la question de savoir, mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? L'option libérale que nous avons prise sur le plan économique a des conséquences. Ça a des conséquences. Et ces conséquences-là entraînent la hausse du prix des denrées alimentaires et même la vie chère directement. C'est l'économie de marché. On est libre. Et on est libre, chacun fait. Le gouvernement ne peut pas fixer les prix. Il ne peut pas. Parce que chacun est libre de fixer son prix sur son produit et d'aller le vendre. C'est pour ça que il est important que nous soyons assis tous, enfin, ceux qui peuvent l'être et qui doivent l'être, autour d'une table pour revoir un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai l'impression que nous sommes passés trop rapidement à la conférence nationale. Vous voyez, avant, moi je me souviens quand j'étais jeune, le gouvernement il y avait une société qu'on appelait la Sonafel, Société nationale des fruits et légumes, qui avait vocation à donner suffisamment de fruits à consommer aux Béninois et qui avait de ce fait initié la création de fermes d'État. L'État avait des fermes très étendues et ça faisait en sorte que, période de soudure ou pas, il y avait des fruits en abondance. Oui, mais on était dans le socialisme scientifique. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie avec une économie libérale. La démocratie n'est pas forcément... je veux dire, la démocratie ne s'accommode pas forcément de l'économie libérale. L'économie libérale, c'est une option qu'on peut changer. Parce que je pense que nous avons laissé derrière nous une organisation qui avait fait ses preuves, même si par ailleurs je reconnais qu'il y avait eu beaucoup on va dire, de mauvaise gestion caractérisée, de concussion, de prévarication sur les biens de l'État, mais l'organisation, la structure de l'État était telle que dans un pays comme le nôtre, il y avait moyen de donner à manger suffisamment aux citoyens et de contrôler l'inflation et même les prix les prix des produits alimentaires. Donc, c'est arrivé par le passé. Même pendant la Révolution, on a eu des périodes... et c'est ces choses-là qui ont amené progressivement à la création des structures tampons qui permettent, pendant des périodes de soudure, de contrôler. Donc, pendant longtemps, nous n'avons plus connu ça parce qu'il y avait ces structures tampons. Mais aujourd'hui, l'État n'est pas supposé faire du commerce. Nous sommes purement dans le libéralisme économique. Donc, c'est normal aussi que l'État supprime cette structure-là qui l'oblige à faire du commerce alors qu'il n'est pas supposé faire du commerce. Voilà. Donc, mais quand on a supprimé ça, il faut qu'on s'asseye pour voir, est-ce que nous sommes obligés de copier ce libéralisme
telle que se pratique dans les pays il faut déjà en faire une expérience et faire les conclusions. Je crois que nous sommes déjà en plein dans l'expérience. Oui, 2016 qu'on a engagé l'expérience en supprimant tout ce qui va avec cet aspect socialiste de notre économie. Et qui était logique. Et qui était logique. Aujourd'hui, on peut faire le bilan et puis, par exemple, voir s'il faut réorienter. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, moi, de mon point de vue, le bilan, il est déjà très, très lisible pour tout le monde. Oui, mais quand on a connu entre 1972 et 1990 ce qu'on a appelé le socialisme scientifique et tout ce qui va avec, et qu'on a eu des actes de prévarication, vous l'avez dit tout à l'heure, des actes de népotisme, etc., de destruction même programmée de nos structures étatiques, quand on a eu ce résultat, à côté justement de ce libéralisme là aussi qui a ses conséquences, on est dos au mur, il n'y a pas un choix qui soit rationnel en réalité. Il y a lieu de réfléchir pour trouver un juste milieu quelque part. C'est ça, c'est ce que j'essaye de dire depuis longtemps. Il faut trouver un juste milieu entre la gauche, l'extrême gauche d'hier et l'extrême droite d'aujourd'hui. Il faut trouver un juste milieu parce que même dans notre démocratie, nous avons des partis qui se disent de gauche. Parce qu'il y a une idéologie de gauche. Si ces partis-là viennent au pouvoir, c'est pour faire quoi? Bah, moi je ne sais pas. Non, il ne faut pas raconter des histoires pour raconter des histoires. Il ne faut pas créer des groupes pour créer des groupes. Nous pouvons nous asseoir pour trouver le juste milieu parce que les idéologies, c'est fini. Il n'y a plus. La guerre idéologique est finie. Il faut aujourd'hui être rationnel et créer le modèle qui nous paraît porter à la fois les valeurs que nous avons sur le plan endogène, porter les valeurs que nous avons sur le plan politique et faire un choix qui permette à tous les Béninois de se retrouver dans ce que nous faisons. Parce que vous savez, vous serez étonné d'apprendre que les Béninois, pas Béninois, la plupart des jeunes Africains aujourd'hui ne se reconnaissent plus du tout dans le système. Les différents régimes politiques. Non, plus du tout. Pour la simple raison que même quand on dit démocratie, ça ne leur dit plus rien, mais rien du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des coups d'État dans les pays du Sahel que la population applaudit à tout rompre. C'est paradoxal. Même la démocratie tronquée est supposée être mieux que le coup d'État. Et pourtant, on prend le pouvoir par les armes et la population applaudit à tout rompre. Et la jeunesse est contente. Et le nationalisme, la souveraineté, le panafricanisme, elle est bien contente. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une faillite complète du système dans lequel nous sommes depuis un certain temps. Donc, il ne faut pas insister. Soit nous nous asseyons pour trouver le moyen de tracer, de trouver le bon cap pour que tout le monde se retrouve dans ce que nous faisons, ou bien les événements vont se charger de nous obliger à le faire de manière violente. Est-ce que le problème il est plutôt idéologique, je dois dire plutôt politique? Est-ce qu'il n'est pas fondamentalement de production? Aujourd'hui, on cultive moins, on construit beaucoup. Les espaces qui étaient des espaces cultivables aujourd'hui recueillent beaucoup de ciment, beaucoup de béton, on érige des bâtiments qu'on n'habite même pas. On n'a pas une politique agricole claire pour ceux qui sont, ma foi, dans le privé ou peut-être qui ont un peu d'espace disponible qu'ils exploitent, etc. Le problème n'est pas idéologique. Pour cultiver, on n'a pas besoin d'être marxiste ou d'être léniniste ou bien d'être marxien ou je ne sais trop quoi comme idéologie ou gauchiste ou gaulliste. Je pense que le problème n'est pas un problème de production parce que pour ce que je sais, nous avons produit infiniment plus de maïs que ce que nous aurions pu. Oui, mais le rythme de croissance démographique, est-ce que ça va avec? Ça n'empêche que, par exemple, là, maintenant, nous avons produit plus de maïs qu'il n'en faut pour nourrir correctement la population béninoise. Mais il se trouve que nous sommes dans une économie de marché, un marché dans lequel chacun vend où il veut. Ouais. Donc, il y a plus d'1 million de tonnes en excédent, par exemple, pour la production de maïs. Et pourtant, il y a une pénurie pour la simple raison que les gens préfèrent vendre dehors pour avoir plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Même si je reconnais que notre politique agricole n'est pas optimale.
même si je reconnais ça. Et nous pouvons faire infiniment plus que ça parce que nous avons, ce n'est pas les terres qui manquent, Tanguy, il y a beaucoup d'espace encore pour faire de la culture, surtout dans la vallée de l'Ouémé, que nous avons toujours souhaité. Il faut de gros moyens pour exploiter la vallée de l'Ouémé. Les gros moyens, un État se donne les moyens dont il veut bien disposer. Les gros moyens dont vous parlez sont peut-être ce qu'il faut pour construire 2 ou 3 routes. Donc, c'est l'État qui a une politique souveraine en matière d'autosuffisance alimentaire et qui met en place un programme dans ce sens. Et je pense que nous avons aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, avec les zones agricoles qui ont été créées, et je pense que nous avons une politique qui va dans ce sens et qui nous permet déjà aujourd'hui d'être à l'abri du besoin. Bien, merci beaucoup. J'avais bien envie qu'on dise 2 mots au sujet de la grève des conducteurs de taxi interurbains Tokpa. Ils se sont fâchés la dernière fois à l'annonce de la 2e vague de répression des infractions au code de la route par la police républicaine. Exagération, inculture, normalité. Quelle est votre opinion? Mais on va dire inculture. Parce que nous avons laissé faire pendant longtemps et nous avons laissé perdurer au nom du social, nous avons laissé perdurer beaucoup d'anomalies. Et aujourd'hui, on essaye de revenir à la normale et ça pose problème parce que la normalité n'a jamais été... Est-ce que la police républicaine n'exagère pas quand elle demande à ce que tous les clients de Tokpa aient une ceinture de sécurité à porter? Je ne pense pas que la police ait jamais demandé ça parce que même dans un bus de Tokpa, il ne peut pas y avoir assez de ceintures pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon. Et les Tokpa ne peut pas se contenter de prendre le nombre de personnes qu'il y a, enfin, qu'on peut transporter en fonction du nombre de ceintures. Oui. Donc, non, je pense que de ce côté-là, la police comprendra absolument que, bon, si les 2 personnes qui sont devant peuvent déjà mettre la ceinture de sécurité, que ça va largement. Ça va largement. L'essentiel, vous voyez, pour moi, ce n'est pas de contrôler la ceinture de sécurité, c'est d'obliger les citoyens à rouler à une vitesse qui les met à l'abri de tout accident violent lorsque arrivent des chocs frontaux. Parce que même si vous mettez la ceinture de sécurité et qu'on vous laisse rouler à 100 à l'heure et que vous percutez quelqu'un, les dégâts sont incommensurables. Alors que si vous n'avez pour principe que de rouler à 40, à 50 à l'heure, même sans ceinture de sécurité, quand vous faites un accident, mais vous allez à l'hôpital parce que vous êtes vivant. Vous voyez? Donc moi, je pense que c'est le contrôle de vitesse qui prime sur le détail comme contrôle de ceinture. La ceinture, à l'origine, est conçue pour voyager. C'est-à-dire que c'est quand la voiture fait de la vitesse que vous mettez une ceinture de sécurité. Bon, dans certains pays, les routes sont très bonnes, très aérées. Donc on peut se permettre de rouler un peu. Bon, dans ces pays-là, on met la ceinture de sécurité. Lorsque vous êtes dans un embouteillage et que un policier vient vous arrêter parce que vous n'avez pas la ceinture de sécurité, ça tombe sous le sens. Parce que vous ne pouvez pas rouler à plus de 10 à l'heure bon, donc, sur le trajet, quand vous quittez Cotonou pour aller à Calavi à une certaine heure, il n'y a aucune chance que vous puissiez rouler à 50 à l'heure. Bon, si on vous arrête à ce moment-là parce que vous n'avez pas la ceinture de sécurité, je pense que ça tombe sous le sens. Donc, ce n'est pas la ceinture de sécurité en tant que mesure du code de la route qui est importante. Ce qui est important, c'est qu'on oblige, qu'on conscientise, qu'on conscientise les citoyens à aller à une vitesse modérée, quelles que soient les raisons qui les amènent à sortir de chez eux. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.